Alors l'ENSAD, ça veut dire École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. C'est une école qui a fêté ses 76 ans, donc vous voyez, c'est une longue histoire. Elle est assez connue dans le monde du spectacle vivant sous son nom historique parisien, puisqu'elle a vécu plus de 50 ans à Paris, qui est l'école de la Rue Blanche. Depuis 20 ans, elle est installée à Lyon. Elle est la seule en France et je pense pouvoir dire la seule en Europe à former simultanément à 10 métiers du théâtre qui tous concourent à la fabrication d'un spectacle. On est ici dans un département de costumes, qui est d'ailleurs un des plus anciens de l'école. On en était à l'époque à la couture pure et dure, et puis très vite on a donné à ce département ses lettres de noblesse, en se rappelant qu'un costume c'est quelque chose qui est structurant pour un acteur en scène, c'est quelque chose qui épouse le corps, qui donne du volume, qu'on éclaire et qui à un moment donné pour le spectateur crée une magie tout à fait particulière. Mais il s'agit bien pour nous de costumes de scène. L'école a donc en costume deux sections tout à fait complémentaires, puisqu'on forme à la fois des concepteurs, c'est-à-dire des gens qui dessinent les costumes, qui les imaginent, et puis on forme des coupeurs d'abord, qui travaillent sur les tissus, etc., qui préparent les toiles et tout ce qui va permettre ensuite au costume d'être finalisé et réalisé. Et d'une certaine manière, ce que vous nous proposez est tout à fait théâtral, puisqu'il s'agit de jouer à interpréter une époque dont on ne sait pas grand-chose, en tout cas sur le plan des costumes, et d'imaginer ce que ça a dû être à partir d'éléments, vous le disiez tout à l'heure, très fragmentés. Donc on est en plein dans le théâtre, parce que d'une certaine manière, on fait de la fiction dans le réel. Et peut-être qu'on réutilisera un jour ou l'autre les costumes que vous avez bien voulu nous commander pour habiller des acteurs. C'est un projet que les coupeurs ont développé sous une forme de tutorat, qui d'une certaine manière leur permet d'accomplir aussi leur diplôme à l'ENSAT, et d'essayer de voir de manière très concrète, à partir de bas-reliefs, d'études et d'observations, comment une robe était réellement taillée. Donc vous nous offrez aussi, vous offrez aux étudiants un espace de recul qui leur permet de se poser des questions et qui les relie aussi à l'histoire et à l'archéologie, ce qui est une chance folle. Voilà, ce qui permet d'éclater la discipline et puis de nous y introduire aussi, nous, un tout petit peu gens de scène et de métier du plateau. On devient un tout petit peu archéologue et je crois que c'est assez joyeux pour tout le monde, quoi. Moi, je centralise, ensuite je fais un fichier PDF, j'envoie en boucle à tout le monde. Donc on est parti évidemment sur la thématique de l'exposition, mais après je trouvais que c'était très important que chaque étudiant d'abord se saisisse d'une silhouette qu'il a choisie, qui l'inspire et à partir de laquelle il va pouvoir aussi opérer une certaine adaptation. Les archéologues peuvent répondre à un certain nombre de questions, mais dès qu'on rentre dans la technique textile, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Là, on a eu envie de porter une très grande attention sur le choix des matières, parce que sur cette thématique du drapé antique et sur la thématique de la couleur, c'est le support qui raconte. Les élèves se sont régalés à transformer les matières, finalement à les dévoiler avec un plissé qui, dans la coupe en elle-même, est extrêmement simple. Une toge, c'est un grand demi-cercle. J'ai travaillé sur la silhouette du citoyen sénatorial. J'ai cherché des images les plus précises par rapport à l'époque, donc pas de réinterprétation. J'ai essayé de trouver des sculptures, des bas-reliefs datant de l'époque romaine. Sur le site du musée du Louvre, on trouve des photographies de sculptures de cette époque-là, avec des tombées, et c'est comme ça que j'ai pu voir la manière dont il portait la capuche. La toge, elle était très longue, il pouvait, en cas de pluie, la mettre sur la tête. La matière, c'était souvent de la laine. Là, elle est extrêmement fine. En fait, plus elle est fine, plus elle est raffinée. Sur les couleurs, sur les teintures, on a fait un certain nombre de recherches sur la pourpre et on a expérimenté ensemble avec certains étudiants. Mais évidemment, on n'a pas pu travailler avec le coquillage qui est à l'origine de cette magnifique couleur. On a travaillé sur la fausse pourpre et donc on fait monter un pied d'indigo dans le premier bain. Dans le deuxième bain, on prépare une décoction de cochenille, là en l'occurrence de cochenille méditerranéenne. Et là, sur cette série-là, c'est le mélange des deux en fait. Et on a échantillonné toute une gamme parce que la pourpre, c'est extrêmement vaste.
Donc Sandrine, avec les conceptrices, on fait des échantillons de teinture et finalement on a opté pour celui-ci, pour le citoyen sénatorial. La pourpre avec une matière colorante permet d'avoir différentes teintes. Et en fonction, on le voit bien, en fonction des matières, on peut vraiment avoir différents aspects et différentes couleurs. Et les matières championnes de la teinture, c'est les matières animales, c'est-à-dire la laine en premier, c'est celle qui a le plus d'affinité avec les colorants. Ensuite, la soie. Et loin derrière, le lin et le coton. On n'a pas fait que de la pourpre, on a fait aussi une très belle mariée en jaune. Traditionnellement, était un très grand manteau de laine teinte au safran. Et on l'a utilisé du curcuma. C'est intéressant de proposer une exposition où on va voir autre chose qu'un archétype, autre chose qu'une caricature. Et dans les sélections de silhouettes, on a eu envie aussi de montrer des choses qui ne sont pas forcément évidentes. On croit souvent que l'Antiquité était une période de mode blanche ou écrue et sans couleur. Et quand on se plonge dans les ouvrages et dans les textiles anciens qu'on a retrouvés, on réalise qu'il y a énormément de couleurs. Donc ça, c'était une belle découverte et je pense qu'ils s'en rappelleront. C'était beau. Ouais, c'est bien mal. Par contre, tiens-le-moi là. Alors, je travaille sur la tunique de l'empereur byzantin. Vu que la tunique est en dessous du manteau et que le manteau est ouvert que sur un côté de la tunique, j'ai fait le bas d'une manche et un peu le bas de la tunique, parce que j'ai pas eu le temps de faire tout, vu que je prends ça sur mon temps libre et qu'en ce moment, je n'ai qu'une semaine de vacances, donc je suis en train de faire ça. Après, j'ai aussi à réaliser une épaulette en velours rouge et le tablion qui est sur le manteau de l'empereur. Pour les motifs, en fait, on s'est inspiré des motifs retrouvés sur des tuniques sur le livre que nous avait ramené Sandrine. Et du coup, elle m'avait montré surtout ce motif de flèche. Vu que c'était souvent sur l'Empire romain, donc je me suis inspirée de frises et en même temps d'autres iconographies de mosaïques byzantines. Et j'ai rajouté ces effets de tours pour que ça apporte un peu plus de hauteur, de valeur à la broderie. Pour le tablion et l'épaulette, cette iconographie avait un motif répété en médaillon avec un animal à l'intérieur. Les conceptrices ont réalisé un dessin d'un griffon dans un médaillon. Donc elles vont l'imprimer cette semaine pour faire le tablion. Et moi, je récupère le motif pour faire l'épaulette. Et je vais faire juste le médaillon avec quelques effets de végétaux autour, comme on pouvait retrouver sur les iconographies de l'époque byzantine. Le velours qui a été teint à la Garance, qui va être vraiment une épaulette brodée avec ce motif de griffon. On est dans la même... Côté animal et tout ça qui est plutôt reposé. Celui-là, cet engin-là. Il va falloir trouver le plus laid. Trouver le plus laid, ça ne va pas être facile. Pour cette exposition, la recherche a été d'abord de trouver, par rapport à ce qui nous était demandé, une cuirasse, un casque et en faire les accessoires, c'est-à-dire en faire la décoration. Et en même temps, en donner la matière, une impression de matière qui soit à la feuille d'or, et en même temps faire les patines. Alors voilà, c'est aussi le prototype de la cuirasse de Bénure. Alors ça, c'est un pilum. C'est une arme qui servait surtout pour les soldats, pour les légionnaires, pour se défendre. Et c'est une lance que nous avons eue. J'en ai gardé une. Point de vue prototype. Voilà. Un truc comme ça. Alors le casque, justement, on est en train donc, de couper ces petites formes pour en fait les coller
sur le casque qui va permettre de l'orner en fait. On les a récupérés dans l'école. On a tout un stock de petites pièces métalliques où on peut servir en fait. C'est un peu en libre service. Et après, on les a utilisés, on a créé des moules pareil en terre, on a mis du latex dedans et puis on obtient des petits éléments comme ça. Et ensuite, par-dessus, on va venir rajouter une patine en feuille d'or pour avoir cet aspect métallique d'un vrai casque en fait. La patine, ce sont des techniques en fait, qui vont permettre de donner un aspect réel à des matériaux qui ne le sont absolument pas. Par exemple, si on a un casque en cuir auquel on doit donner un aspect métallique, on va devoir passer différents produits qui vont lui permettre d'avoir l'air rigide, d'avoir l'air brillant. En fait, je suis en train de répartir le latex qui est à l'intérieur en essayant de créer une sorte de couche un peu homogène. Voilà. Donc je tourne le latex pour que ça imbibe bien tous les côtés. Et après, lorsqu'il sera sec, je le retirerai du moule en plâtre et en fait, ça va donner une crête qui va venir se poser sur le casque de l'empereur. Et après, cette forme en latex, en fait, je la recouvre en cuir pour lui donner une rigidité. Sinon, ce serait impossible d'incorporer la crinière à l'intérieur. Ça ne tiendrait pas, ce ne serait pas assez solide. Les trois sommets, c'est là où sera incorporé le crin, enfin la crinière sur le casque. Et en fait, ce qui va sortir, c'est juste la petite zone en blanc là, avec le tissu qui sort, c'est de la tarlatane. Et ça donne la structure, enfin la rigidité au latex. Un truc comme ça. Alors ça, c'est pareil, c'est sur la cuirasse. Du coup, ça va venir comme ça, ici. Et en fait, ça va cacher le maintien de la cape. Et donc ça, pareil, c'est-à-dire que ça, on va le peindre en doré. On va ajouter des têtes de lion. Et donc après, revenir peindre sur ça. Et pareil, à la feuille d'or. Pour vraiment obtenir cette cuirasse hyper ornée.